le club Ararat TV de Richard Fandikian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Dialogue RCF, également en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook ainsi que dans le groupe Ararat TV où vous pouvez poster vos commentaires. Une émission consacrée à la 5e édition du Festival national du livre franco-arménien, prix Charles Aznavour 2015, qui se déroulera le samedi 25 avril dans le grand hall du Palais de la Bourse sur la Canebière. 3 invités en duplex dans cette émission. Gérard Chaliand dans un instant pour la réédition de l'ouvrage Le Crime de silence, publié chez l'Archipel, livre qui est en compétition pour le prix Charles Aznavour 2015. Autre invité en duplex, Arutyoun Khatchadourian qui publie chez Goettner L'Art des Khashkar, les pierres à croix arméniennes. Et enfin le coach Alain Manoukian pour son livre « Être un manager responsable » édité chez Studirama. Mais avant de commencer l'émission, la question jeu du festival afin de gagner un exemplaire du livre « Le Petit Nicolas » en Arménie occidentale publié par Imav Éditions. Salut, c'est la fête. Alors salut à tous, salut mes amours. Aujourd'hui on se retrouve pour la question jeu pour gagner le Petit Nicolas en Arménie occidentale. Alors voici la question. Quelle autre prix sera mis à Marseille le 25 avril en même temps que le prix Charles Aznavour 2015? Écoutez bien mes amours, je répète. Quel autre prix sera remis à Marseille le 25 avril en même temps que le prix Charles Aznavour 2015? Alors pour répondre, vous appelez, parce qu'après je fais le plus grand cabaret du monde. Oh c'est la fête. Alors vous appelez, comme je l'ai dit, le 04 91 91 90 08. Appelez vite. Allez ciao, on se revoit dans le plus grand cabaret du monde. Ah ça va être la fête. Le magazine du festival. Nous sommes maintenant en liaison avec Gérard Chaliand pour parler de l'ouvrage Le Crime de silence, publié chez l'Archipel, livre en compétition pour le prix Aznavour 2015. Gérard Chaliand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Gérard Chaliand, géostratège et homme de lettres, l'un des plus célèbres spécialistes des relations internationales et stratégiques, des conflits armés et surtout des conflits irréguliers comme les guérillas et le terrorisme, pour lesquels, on peut le dire, vous êtes devenu une référence au fil des années. Vous avez été successivement maître de conférences à l'ENA, enseignant à l'école supérieure de guerre, au collège interarmé de défense et conseiller également auprès du centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères français. Alors il faut saluer aujourd'hui la belle initiative des éditions L'Archipel qui présente sous votre direction Le Crime de silence. Le livre reprend dans son ensemble les travaux du tribunal permanent des peuples qui s'est penché sur le génocide arménien en 84 à Paris. L'ouvrage qui est réédité à l'occasion du 100e anniversaire du génocide arménien recense, Gérard Chaliand, les meilleures signatures de spécialistes du génocide arménien. Oui, en effet, ce sont d'excellents spécialistes. Il y en a eu depuis, bien sûr, mais enfin, à cette époque-là, c'était ce qu'on pouvait trouver de mieux sur le marché universitaire. Alors, ces spécialistes, dont 3 prix Nobel tout de même, ont examiné les faits à la façon d'un tribunal moral. C'est exactement ça. C'est un tribunal moral qui jugeait juridiquement et historiquement les faits et qui les ont exposés avec des spécialistes britanniques, allemands, français, américains, etc. Alors, il y a 100 ans, d'avril 1915 à juillet 1916, était perpétré le génocide du peuple arménien par les nationalistes jeunes turcs. Que reprochait à l'époque l'Empire ottoman, alors en guerre aux côtés des puissances centrales, aux Arméniens, Gérard Chaliand? Il leur reprochait d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, à la frontière de la Russie, qui était un adversaire. C'est d'ailleurs pour cela que les jeunes Turcs s'étaient rangés du côté des Allemands et des Habsbourg pour essayer de réaliser leur rêve de pantouranisme, c'est-à-dire le panturquisme, débouché sur l'Azerbaïdjan, puis ensuite sur le Turkestan. Et puis, il reprochait aux Arméniens d'être soutenus par les États européens comme la France, la Grande-Bretagne, d'avoir en principe 2 observateurs qui devaient vérifier si
dans les provinces où il y avait une majorité ou une minorité arménienne significative, si leurs droits étaient respectés. Enfin bref, il reprochait aux Arméniens d'être une question nationale à un moment où eux-mêmes étaient taraudés par le rétrécissement de l'Empire ottoman, puisqu'ils venaient de perdre l'ensemble des Balkans au terme des guerres balkaniques et en plus la Libye. Voilà, c'est ça. Donc derrière tout cela, vous venez de le souligner, il y avait un rêve, le rêve pan-turc qui s'est effondré avec l'Empire. En effet. Et dont Mustafa Kemal a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire la Turquie moderne. Voilà, alors que le président François Hollande doit se rendre à Yerevan pour la célébration du centenaire du génocide, que peuvent, selon vous, Gérard Chaliand, attendre les Arméniens de la République d'Arménie, mais également tous ceux de la diaspora dispersés dans le monde le 24 avril prochain? De l'Arménie, ils peuvent attendre que symboliquement, cet anniversaire soit important. C'est le simple fait que le président de la République française s'y rende est déjà un succès, parce que, en principe, la Turquie commémore le même jour la bataille de Gallipoli, en l'ayant d'ailleurs avancé de 24 heures, puisque la bataille de Gallipoli c'est le 25, mais afin de masquer le crime, on va le fêter en quelque sorte le 24. Or, il y avait deux belligérants du côté des Alliés, les Anglais et les Français. À partir du moment où les Français n'y sont pas, il n'y a plus que du côté anglais qu'il peut y avoir une présence. J'ignore qui représentera la Grande-Bretagne. Est-ce que ce sera le Premier ministre? Est-ce que ce sera quelqu'un d'important? Mais en tout cas, pour l'État turc, le fait que le président de la République française, qui normalement aurait dû être présent à Gallipoli, si Gallipoli s'était passé le 25, c'est un camouflet. Donc voilà ce que la République d'Arménie a réussi à faire. Alors au total, Gérard Chaliand, vos recherches vous ont entraîné dans plus d'une soixantaine de pays. Qu'est-ce qui vous aura principalement motivé à vouloir partir quand vous avez commencé votre carrière de géostratège? Est-ce l'envie d'ailleurs? C'est l'ouverture sur le monde ou l'attrait pour le risque? Je dirais que c'est le besoin d'aventure, le goût du risque, l'envie de connaître le monde autrement que par les livres, bien que j'ai toujours aimé les livres et je continue à les aimer. Mais enfin, le terrain, c'est quelque chose d'absolument irremplaçable. On n'est pas en contact avec le terrain à travers Internet. Pas plus qu'on ne l'est dans une bibliothèque. Oui, ce qui m'a porté vers le monde, c'est les gens. Ce que moi j'appelle, si vous voulez, le savoir de la peau. Le savoir de la peau. Mais vous n'auriez jamais pu travailler dans un bureau, Gérard Chaliand? Non, c'était exclu. À 16 ans, je me suis dit, jamais je ne serai dans un bureau de 8h à 18h. C'était l'horaire à l'époque. Ah oui, parce que vous n'étiez pas au départ destiné à devenir géostratège. Jeune, vous souhaitiez plutôt devenir poète. Vous aviez d'ailleurs publié un premier recueil de poèmes à 20 ans qui s'appelait Les couteaux dans le sable chez Gallimard, salué d'ailleurs par André Breton. Vous avez consacré votre vie aux zones de conflit et à la libération des peuples opprimés. Mais n'auriez-vous pas préféré plutôt consacrer votre vie entièrement à la poésie, Gérard Chaliand? Non, je ne regrette absolument pas, sans compter que la poésie, j'ai toujours continué. Par exemple, j'ai un recueil de poèmes qui est paru il y a ça une dizaine de jours aux éditions de l'Aube, qui s'appelle Cavalier seul. Cavalier seul, oui. Qui réunit l'ensemble de mes poèmes et qui les réunit d'ailleurs dans une édition bilingue, français-anglais, ce dont je suis très content parce que ça permet d'être lu par un tas de gens qui parlent l'anglais, mais malheureusement plus le français. Écoutez, nous aussi, on est en tout cas très contents de vous recevoir donc le 25 avril prochain au Palais de la Bourse, Gérard Chaliand. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage en compétition donc pour le prix Aznavour 2015, Le crime de silence, et c'est publié chez l'Archipel. Merci à vous, Gérard Chaliand. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Nous sommes maintenant en duplex avec Arutun Khatchadourian qui publie chez Goettner avec Michel Basmadjian l'art des Khachkars, les pierres à croix arméniennes d'Ispahan et de Jérusalem. Arutun Khatchadourian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Arutun Khatchadourian, ingénieur spécialiste des systèmes d'information et vous avez effectué plusieurs missions en Arménie, en Turquie et en Iran dans le but de mener un travail archéologique spécifique sur les Khachkars. Cette contribution majeure consacrée aux pierres à croix arméniennes est le fruit d'une complicité entre vous deux, vous Arutun Khatchadourian et Michel Basmadjian. Vous avez mis tous les deux votre passion au service de ce patrimoine millénaire. C'est ça. Tout à fait. Notre passion, parce que ça dure depuis très très longtemps. Oui. Je n'ose dire le nombre d'années, mais un peu plus de 15 ans. Oui. Voilà. Alors au cours d'une dizaine d'années, un premier travail minutieux de collecte a été effectué par Michel Basmadjian à Jérusalem, dans le quartier arménien de la vieille ville principalement, et par vous-même à Ispahan. En tout, 669 Khachkars ont été répertoriés, photographiés, étudiés dans leurs moindres détails. C'est un travail gigantesque. Je dirais, bon, je ne sais pas si c'est un travail gigantesque, c'est un travail qui a duré très très longtemps, mais c'est un travail qui est assez spécifique, parce que ça n'avait jamais été fait sous cet angle-là. Donc étudié à fond deux sites, les sites de Terre Sainte et d'Ispahan, des sites qui sont mal connus dans la communauté arménienne. Oui. Malgré les mouvements donc de population, on va dire, les migrations successives, on ne connaît pas suffisamment ces villes-là, ces sites-là, et en particulier donc les Khachkars, voilà, de ces sites-là. Alors, héritier d'une tradition séculaire, on peut dire que les Khachkars, les pierres à croix, sont, s'il fallait les définir, le reflet de la foi d'un peuple et du culte de la croix dans la spiritualité arménienne. Absolument, absolument. C'est étonnant en fait la richesse de ces Khachkars, non seulement des Khachkars d'Ispahan et de Jérusalem, mais aussi donc des Khachkars bien sûr d'Arménie, et ceux malheureusement je dirais malheureusement de Turquie, puisqu'il n'y en a plus beaucoup maintenant. Mais ils portent en eux un aspect populaire, un aspect, donc il y a l'aspect sacré, mais ils sont très proches du peuple, ou le peuple est très proche de ces Khachkars-là. Alors ils étaient, maintenant on peut se poser la question est-ce qu'ils le sont toujours, voilà. Mais en fait, votre ouvrage présente la première étude approfondie d'un ensemble de Khachkars situés hors de la terre d'Arménie. Voilà. Donc il s'agit de deux villes, de deux zones diasporiques. Oui. Donc la Nouvelle Doufa et puis Jérusalem. Alors ce sont deux villes qui ont eu une histoire différente, puisque Jérusalem, les Arméniens sont présents à Jérusalem depuis, nous allons dire, 1600 ans, depuis le début du christianisme. Oui. Et par contre, Ispahan, eh bien, les Arméniens sont présents depuis 1602, c'est-à-dire depuis 400 ans. Ils sont présents pour des raisons différentes aussi. À Jérusalem, les Arméniens sont présents, ont commencé donc à venir à Jérusalem. Donc, et il y a un côté spirituel lié, bien sûr, à cette venue, et un aspect religieux, bien sûr, très 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 profond, très ancré. Et par contre, à Ispahan, eh bien, c'est, je dirais, les événements politiques, les guerres, et surtout la déportation, qui est très mal connue d'ailleurs, la déportation qui a eu lieu en 1600, déportation qui a été menée par le Shah Abbas, donc un des chats, donc un des empereurs safavides. Alors dans ce très beau livre, la totalité des inscriptions est retranscrite et commentée, ce qui permet en fait de lever le voile sur les secrets de ces témoins silencieux de l'histoire arménienne. Alors effectivement, ce sont on va dire des témoins silencieux puisqu'ils ne parlent pas, mais les inscriptions portent énormément d'informations, des informations donc déjà de date. Donc une date importante, puisque cela prouve notre présence sur ces sites depuis donc fort longtemps, comme je le disais, oui. Mais aussi des informations au niveau donc des donateurs,
des informations sur les métiers de ces donateurs, donc des informations qui peuvent nous fournir des indications sur la société aussi de l'époque. Voilà. Alors ce volume, dont une traduction devrait paraître en arménien, comblera tout autant le spécialiste que l'amateur d'art, Arutun Khatchatourian. Oui, j'espère. Nous allons voir un peu les retombées par rapport aux amateurs d'art. Ça, c'est les commentaires, je dirais. Mais effectivement, une traduction en arménien, nous avons déjà commencé une traduction en arménien. Nous sommes en train de mettre en page, donc nous espérons avoir d'ici la fin de l'année donc la publication en arménien, donc sur les rayons des libraires. Donc bon, c'est une, je dirais, c'est une étude spécifique parce que nous avons considéré que chaque Khachkar de manière particulière, et nous avons essayé de décrire de la manière la plus exhaustive chaque Khachkar. C'est ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Voilà. Donc tant au niveau des inscriptions que des décors, que des mesures de ce Khachkar, de la localisation, donc beaucoup d'informations. Bien, mais écoutez, en tous les cas, tous les passionnés de Khachkar pourront se rendre donc au Palais de la Bourse, où vous pourrez leur donner tous les éléments sur les Khachkar, historiques et puis géographiques, et puis également dédicacer votre ouvrage, dont je rappelle le titre, L'art des Khachkar, les pierres à croix arméniennes d'Ispahan et de Jérusalem, et votre ouvrage est édité chez Guttner. Merci Arutun Khatchatourian. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Nous sommes maintenant en liaison téléphonique avec Alain Manoukian. Alain Manoukian, bonjour. Bonjour Richard. Alors vous signerez également votre ouvrage « Être un manager responsable » le 25 avril à Marseille, ouvrage édité chez Studirama. Alors dites-nous tout de suite pour commencer ce que vous entendez, Alain Manoukian, par management responsable. Un manager responsable, ça peut être un pléonasme effectivement de dire c'est que manager est responsable. On s'aperçoit, et c'est une étude qui a été faite par Isaac Getz dernièrement, qui est passée dans l'entreprise libérée, que seulement 11% des personnes sont engagées effectivement dans l'entreprise aujourd'hui, 61% désengagées, et pour 28% totalement désengagées, désabusées, avec une approche un peu rebelle. Un manager responsable, c'est quelqu'un qui prend conscience que l'économique est important, mais aussi que l'humain est important. C'est arriver à associer effectivement le côté économique, le côté relation, le côté bien-être, et aussi penser aussi à la planète et au côté socialement responsable. Alors pourquoi le management responsable est-il devenu essentiel pour la compétitivité des entreprises ? Parce que l'approche est multigénérationnelle aujourd'hui. On a les générations Y qui côtoient les X et les seniors, que les époques font que c'est du transversal et que le monde est devenu complexe, c'est globalisé et que l'intelligence ne peut pas être résumée à une seule tête pensante et que le management directif n'est plus aujourd'hui envisageable. Les jeunes veulent de l'approche transversale, veulent communiquer, veulent partager et il faut absolument changer de paradigme. Le paradigme, c'est mettre en place un nouveau style de management qui quelquefois fait défaut à certains managers qui n'ont pas pris conscience de cette approche-là, et il faut l'intégrer. À qui s'adresse votre ouvrage, Alain Manoukian ? Écoutez, ça s'adresse, comme c'est la deuxième édition que nous avons faite... Oui, c'est une seconde édition, oui. Effectivement. Oui. La première a très très bien marché, oui. Elle s'est fait racheter par Studirama Pro,
Et ça s'adresse aussi bien aux étudiants, puisque je pense aussi à eux dans un premier temps, en termes de contribution, qui vont accéder à terme à des fonctions de responsabilité, mais à des managers de proximité, ou à des managers, ou éventuellement à des dirigeants qui voudraient reprendre une approche managériale un peu nouvelle, avec un nouveau paradigme. Donc c'est un peu à toutes les strates de l'approche managériale de leadership que je m'adresse, puisque le livre a vraiment 3 parties bien distinctes, mais à la fois connexes, qui intéressent l'ensemble du corps entrepreneurial. Alors il y a beaucoup d'ouvrages sur le management. Comment vous démarquez-vous? Quelle est la valeur ajoutée de votre livre par rapport aux autres ouvrages sur le management? Alors la valeur ajoutée, c'est peut-être une compilation de ces 30 ans passés dans l'entreprise qui m'a forgé une bonne opinion sur ce que le management, puisque j'ai eu différentes responsabilités régionales et nationales dans les groupes dans les années 90-2000. Et puis mon métier de coach maintenant certifié ICF depuis maintenant plus de 15 ans. Et le fait que je côtoie assez régulièrement aujourd'hui des managers, des dirigeants, ils se distinguent par cette convergence de l'économique et de l'humain, et dans une approche qui donne des exemples bien précis, des très pragmatiques, opérationnels. Chacun va y trouver ce qu'il vient y chercher dans une approche holistique, aussi bien sur la façon de faire, aussi bien en individuel que dans l'équipe, que vis-à-vis de ses managers ou des dirigeants, ou le point d'ordre avec soi. Et en ce sens, il est à la fois accessible et à la fois il fait se poser des questions, puisqu'il y a des exemples de coaching et d'accompagnement que j'y mets avec toute l'expérience et l'authenticité. C'est ça, c'est afin de rendre le coaching accessible grâce à Internet et à la visioconférence, vous avez créé une plateforme web qui s'appelle mysuccess.fr, c'est cela. Voilà, donc l'idée c'est de continuer cette approche-là. mysuccess.fr est né au mois d'octobre de l'année dernière, à la fois relativement récente, à la fois c'est permettre à tout un chacun de pouvoir réussir sa vie professionnelle et d'être l'acteur innovant sur l'accompagnement à distance, par visio-coaching, aussi bien sur Skype ou Webex, et de permettre à chacun de disposer effectivement de 2, 3, 4, 5 heures dans un accompagnement qui va lui permettre à un manager par exemple de proximité de prendre son poste, ou à un dirigeant effectivement de mieux se situer. Et ça se fait par une plateforme complète avec un espace membre pour l'utilisateur, qu'une approche cliente. Et c'est relativement innovant en France parce que nous avons l'ambition d'être le premier acteur français et même francophone sur le marché du coaching, sur la France et sur l'Europe, et avec une vision de démocratiser l'approche d'accompagnement à distance pour être réellement un acteur qui va intéresser aussi bien les particuliers, les étudiants qui viennent chercher effectivement des examens préparés, que des particuliers en transition professionnelle, notamment tout le marché de la transition, voire du chômage, nous intéresse directement, puisqu'il y a plus de 15 coachs aujourd'hui qui sont référencés, qui sont membres de l'ICF et référencés, avec un souci d'exigence, que des managers et des dirigeants qui voudraient éventuellement améliorer leur performance. Donc c'est vraiment très complémentaire. Oui. On parle plus de formation, on parle de développement des compétences, et cette approche apporte énormément en retour sur investissement, puisque les études montrent qu'il y a un facteur de entre 1 et 7 lorsqu'on se fait accompagner, et y compris à distance, parce que la visio-coaching marche très très bien aujourd'hui et que les réseaux sont tout à fait disposés. Parfait, très bien. Merci, à très bientôt Alain Manoukian. Oui, merci, monsieur. Pour cet ouvrage que vous signerez donc le 25 avril, Être un manager responsable, et vous le publiez donc aux éditions Studirama. Voilà, c'est la fin du Club Ararat Dialogue RCF. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous retrouvez cette émission donc sur les réseaux sociaux et sur le site ccifa-france.com. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. À bientôt.